Aujourd'hui, nous allons parler de l'identification. Dans nos premières interventions, nous avions parlé de l'étymologie du mot religion. Nous avions dit que les religions étaient là pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre esprit, dans notre cerveau, de notre mental. Nous avions parlé de notre nature supérieure et inférieure, lesquelles nous appelons conscience, mental, ego ou moi. Pour comprendre le sujet que nous allons développer maintenant, vous devez d'abord écouter les interventions précédentes. Probablement, vous vous posez peut-être certaines questions comme « Sommes-nous divisés mentalement ?» et « Où se trouve le problème ?» Bon, c'est ce que nous allons définir dans ce chapitre de l'identification. Tout le monde sait que pour qu'un être humain soit en gestation, une copulation doit avoir lieu. Dans le sperme, qui contient environ 400 millions de spermatozoïdes, un seul pénétrera dans l'ovaire pour produire une cellule. Cette cellule sera divisée en 2, puis en 4, etc. À partir de là, on comprend qu'il y a une intelligence en action. Le sperme bouge beaucoup. Il trouve son chemin vers l'ovaire, puis il se divise jusqu'à ce qu'un nouvel être humain soit en gestation. C'est ce qu'on appelle le premier niveau d'intelligence. La vie agit. Une puissance invisible est à l'œuvre. C'est tout comme un arbre, ce qui le fait germer, grandir et se développer. Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol, etc., etc. Tous ces faits sont des matières à réflexion. Jusqu'ici, le monde du bébé était dans la matrice. Tout se passait à son insu. Lorsqu'il naît, il se trouve encore au premier niveau d'intelligence. Plus tard, il doit se familiariser avec l'environnement extérieur. Il voit des choses nouvelles, il les touche, il doit s'en servir, donc nous devons les lui identifier en les nommant. Là, il entre dans le deuxième niveau d'intelligence. De l'enfance à la puberté, l'ego est créé, le je, le moi. Il est donc facile d'expliquer comment fonctionne l'ego. Quand il se met à parler, tout est à la troisième personne du singulier. Lui, il. Dès qu'il commence à dire toi, moi, l'ego est déjà là. Il se considère comme une personne à part. Il voit toutes les différences. Il commence à s'approprier de certaines choses. Il devient possessif. Ma chaise, mon jouet, le mien, la mienne, mon stylo. Il est vraiment attaché à ses biens sans penser à leur importance ou leur valeur. C'est peut-être un jouet, un petit morceau de bois, mais on ne peut pas le lui enlever. Si vous l'enlevez, il se fâchera et fera des crises de colère. Ce genre de comportement est censé s'arrêter à la puberté. Bien sûr, nous avons besoin de l'ego pour vivre la vie matérielle, la vie physique. Nous en avons besoin pour identifier notre environnement. Nous avons besoin d'un moyen de qualifier le matériel qui nous entoure et d'un moyen de distinguer une chose d'une autre, comme une chaise haute, une petite chaise, une veste bleue, un tapis rouge, etc. L'ego en soi n'est pas négatif à 100%, car nous en avons besoin. Là n'est pas le problème. À la puberté, l'enfant a déjà acquis toutes les connaissances
dont il a besoin pour son environnement, il devrait se détacher de ce deuxième niveau de connaissance. Ce niveau est le mental, l'ego, le moi. Il devrait l'utiliser comme un outil. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il s'identifie à chaque petite chose en sa possession. Les adolescents s'identifient avec leur téléphone. S'ils le perdent, ils ont l'impression d'avoir perdu leur âme. Ils sont prêts à compromettre leur dignité pour un objet quelconque. Il faut reconnaître qu'ils commettent des actions malhonnêtes pour posséder des objets matériels comme un téléphone, un véhicule ou n'importe quel objet à la mode. Ils sentent que leur vie en dépend. C'est la fin de leur vie s'ils ne les possèdent pas. S'ils ne s'habillent pas de certaines marques à la mode, s'ils ne sont pas à jour, ils se sentent inférieurs. Ils ne sont pas quelqu'un. C'est ce qu'on appelle s'identifier à l'ego. Ils s'identifient à leur corps, leur apparence, leur nationalité, leur quartier. Ils entrent dans des comparaisons sur leur ville, leurs habitudes, leur voyage. Qui voyage, qui ne voyage pas, qui est supérieur à qui. C'est vraiment un dilemme de vivre en comparaison. Là, un drame est créé.